On va parler d'un homme qui, sur le papier, avait absolument tout pour devenir l'empereur de Chine. Et pourtant, l'histoire se souvient de lui comme du plus grand perdant de son époque. C'est ça, le grand paradoxe de Yuan Shao. Un personnage fascinant, aussi puissant que tragique. Alors, comment est-ce possible? Comment est-ce que l'homme le plus puissant de tout l'Empire a pu finir en plus grand perdant? Pour comprendre cette chute, qui est vraiment spectaculaire, on doit d'abord s'intéresser à son ascension. On va donc décortiquer ensemble le parcours de celui qu'on surnommait le Colosse du Nord, pour voir comment un pouvoir quasi absolu peut en fait mener tout droit à la catastrophe. Voilà, pour vraiment saisir l'ampleur de sa chute, il faut d'abord comprendre à quel point il était puissant. Parce que oui, avant d'être un échec monumental, Yuan Shao, c'était un véritable géant. Croyez-moi, c'était tout sauf un inconnu. Il faut dire qu'il partait avec une sacrée longueur d'avance. Yuan Shao, il est né dans la famille la plus puissante de Chine. Pendant 4 générations, les Yuan tenaient les plus hauts postes du gouvernement. Imaginez un peu, le prestige, la richesse, l'influence, c'était absolument sans équivalent. Son nom à lui seul était une clé qui ouvrait n'importe quelle porte. Mais attention, et c'est ça qui est super intéressant, il ne s'est pas juste reposé sur ses lauriers et sur son nom de famille, pas du tout. Dès sa jeunesse, il s'est forgé une réputation de héros, un type droit dans ses bottes. Il a osé défier les eunuques corrompus de la cour, il a protégé des intellectuels pour chasser, tout ça en prenant des risques énormes. Bref, il a activement travaillé son image de leader courageux et juste. Et regardez comment tout s'accélère, c'est juste dingue. En 189, il prend d'assaut le palais impérial, excusez du peu, pour virer les eunuques corrompus. 1 an plus tard, paf, il est élu chef de la coalition des seigneurs de guerre. Et en 199, après 8 ans de guerre, il contrôle tout le nord, les provinces les plus riches. En moins de 10 ans, le type passe de fonctionnaire à l'homme le plus puissant du pays. Une ascension, mais vraiment fulgurante. Et c'est là, pile à ce moment-là, au sommet de sa gloire, qu'il va tout gâcher. Tout va basculer sur une seule décision. Une décision qui, sans qu'il le sache, va sceller son destin pour de bon. Alors, le contexte, on est en 1906. Le jeune empereur n'est plus qu'un pion. C'est un réfugié. Il a faim. Il n'a aucun pouvoir. Et là, c'est l'occasion en or, le jackpot. Le symbole suprême de la légitimité dans tout l'Empire est apprendre. N'importe quel seigneur de guerre assez malin et assez rapide peut mettre la main dessus. Et son meilleur stratège, un certain Juchot, lui met sur un plateau d'argent la meilleure idée qui soit. Il lui dit en gros « Accueillez l'empereur, protégez-le, et vous pourrez gouverner la Chine en son nom. » C'était un plan de génie. L'autorité politique et morale servie sur un plateau. Il n'y avait qu'à se baisser pour la ramasser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il hésite. Incroyable. Au lieu de voir l'opportunité, il voit un problème, une contrainte. Il a peur de perdre son autonomie. Pendant qu'il tergiverse, son grand rival Cao Cao, lui, n'hésite pas une seule seconde. Il fonce, il récupère l'empereur et s'en sert comme d'une arme politique. Cette hésitation de Yuan Shao, c'est ce qui a tout changé. Il a créé un vide et Cao Cao l'a rempli. Et à partir de là, plus rien ne sera jamais pareil. Voilà, il vient de jeter par la fenêtre son plus grand avantage. Et à partir de ce moment-là, ce sont ses propres défauts, les failles de son caractère qui vont le guider, tout droit vers la catastrophe. La machine infernale est enclenchée, et maintenant, plus rien ne peut l'arrêter. Pourtant, il décide d'en finir avec Cao Cao par la force. Et là encore, il a un avantage qui est juste écrasant. Il lève une armée de plus de 100 000 soldats d'élite. Il a au moins 5 fois plus d'hommes que son rival. Plus de nourriture, plus d'argent, plus de tout. Franchement, sur le papier, c'est une victoire facile, une simple formalité. Et c'est à la bataille de Guantou que tous ces défauts vont exploser au grand jour et se transformer en véritable désastre militaire. C'est un cas d'école. Son indécision, un de ses stratèges lui propose un plan d'usure qui aurait marché à coup sûr. Réaction de Yuan Shao, il rejette le plan et jette le stratège en prison. Son ego surdimensionné, il n'écoute que les flatteurs qui lui disent de foncer tête baissée et ignore les avis prudents. Son arrogance, sa négligence, il commet une erreur de débutant, mais alors catastrophique. Il ne protège pas correctement son principal entrepôt de ravitaillement. Et le clou du spectacle, les tensions dans son propre camp sont telles que son général le plus important fait défection et passe à l'ennemi, en pleine bataille. Et vous savez le pire dans tout ça? C'est que son adversaire l'avait complètement cerné. Le meilleur conseiller de Cao Cao, Goja, avait fait un portrait psychologique de Yuan Shao d'une précision chirurgicale. Il a dit, avant même le début des combats, il est hésitant, il rate les occasions. Ses soldats sont nombreux, mais ils ne sont pas unis. Il savait exactement sur quel bouton appuyer pour le faire craquer. On pourrait croire que la défaite de Guandu est la fin de l'histoire, mais non.
Le pire est encore à venir, car même dans la mort, Yuan Shao va réussir un dernier coup contre lui-même. Un acte final qui va garantir que tout ce qu'il a construit soit réduit à néant. Comment? C'est tout simple. Il meurt en 202. Et que fait-il sur son lit de mort? Il refuse de nommer clairement un héritier. Il met ses fils en compétition les uns avec les autres. Le résultat est immédiat. À peine est-il enterré que ses fils se lancent dans une guerre civile fratricide et sanglante. Ils déchirent le territoire que leur père avait mis une vie à conquérir. Pendant ce temps, Cao Cao, lui, n'a qu'à attendre tranquillement et cueillir les morceaux un par un. C'est ça, le coup de génie final de Yuan Shao. Il a passé sa vie à bâtir un empire et c'est lui-même qui a allumé la mèche qui a tout fait sauter. Au fond, ce que nous raconte l'histoire de Yuan Shao, c'est une leçon terrible mais intemporelle sur ce que c'est que de diriger. On peut avoir le pouvoir, le prestige, le soutien du peuple, toutes les ressources du monde, mais si on n'a pas le jugement, la force de caractère pour s'en servir, alors tout ça ne vaut rien. C'est juste un colosse au pied d'argile, prêt à s'effondrer à la première secousse. Et c'est la question que son histoire nous laisse, une question qui reste incroyablement pertinente. Qu'est-ce qui est le plus important pour un leader? Avoir des ressources immenses ou un caractère en acier trempé? Face aux vraies épreuves, que vaut toute la puissance du monde si on n'a pas la sagesse ou simplement le bon sens pour la diriger?